Bonjour chers amis, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Guyane et puis tous ceux qui nous regardent de l'autre côté de l'océan. Aujourd'hui, un sujet particulier. On n'en parle presque jamais et pourtant c'est une maladie neurodégénérative qui entraîne des handicaps plus ou moins lourds, la sclérose en plaques. Pour en parler, deux personnes, deux femmes, parce que cette sclérose en plaques touche essentiellement les femmes. Les hommes sont touchés, mais très très peu. Ils ont créé avec d'autres une association à la Martinique qui s'appelle MadinCep et elles ont accepté de venir sur le plateau pour parler de la sclérose en plaques. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Madame No, qui est présidente de l'association MadinCep. Tout à fait. Voilà. Et Madame Valère, qui est vice-présidente de l'association. Tout à fait. D'où vous est venue, alors vous êtes toutes les deux sclérose en plaques, d'où vous est venue cette idée de créer cette association? Eh bien, si je peux me permettre d'en parler, puisque c'est moi qui ai d'abord eu l'idée, j'ai été soignée pendant 20 ans en métropole par le professeur Clanet qui m'a appris à vivre avec la maladie. Simplement, je me suis aperçue qu'en Martinique, la maladie n'était pas suffisamment connue ni reconnue. Il y a combien de malades en Martinique? Environ, en fait, alors moi j'ai des chiffres de 2007 qui étaient annoncés par les statistiques de 677 personnes aujourd'hui en Martinique. Je ne parle pas de toute la Caraïbe parce qu'il y a la Caraïbe, je suis aussi associée avec Haïti. Il y a plus de 1000 personnes atteintes de cette maladie. Le chiffre exact, c'est 1500 malades répertoriés puisque j'étais à l'hôpital pour mon traitement mercredi, donc j'ai profité pour poser un petit peu la question. Il y a 1700 sclérosés en plaques répertoriés qui sont suivis. En plus, il y a tous ceux pour lesquels il n'y a plus de traitement, il n'y a plus rien à faire, qui sont passifs. Voilà. Alors pour revenir sur les chiffres, merci. Pour revenir sur les fiches, en fait, quand je suis arrivée en Martinique il y a 10 ans, il y avait effectivement à peu près 600 personnes. Donc effectivement, ça avance de façon exponentielle et ça touche. On disait toujours en métropole que la sclérose en plaques, c'est pour l'Europe, le Canada, les Américains, et qu'autour de l'équateur, il n'y a pas de sclérose en plaques, ça ne touche pas les Noirs. C'est quelque chose qui m'a mis hors de moi. C'est pour ça que j'ai d'abord commencé à créer un groupe Facebook MadinCep, parce que c'était aussi fabriqué en CEP, c'est pas partout. Je travaillais avec les Guadeloupéens, les Haïtiens et les Guyanais. Moi, chaque fois que j'ai pu contacter les associations reconnues d'utilité publique, on disait non, en Martinique, nous n'avons pas de statistiques. Je dis, je vais faire des statistiques. Donc, depuis que j'ai fait cette page, depuis le mois de juillet, il y a 1500 personnes dans le monde qui me suivent. Donc c'est vrai que ça peut aller au Gabon, ça va partout, avec des gens qui posent 36 000 questions. Comme ce ne sont pas des groupes de parole, je m'appuie aussi sur des médecins canadiens, sur des médecins américains, sur des médecins français qui font des films, pour apporter une explication sur la maladie, parce que personne ne sait vraiment comment faire avec ça. Il faut savoir que quand même 80% de cette maladie est un handicap invisible. Donc c'est vrai que les préjugés vont très vite. À partir du moment où on ne voit pas les gens dans un fauteuil roulant, alors qu'il y en a, mais ce n'est pas la majorité, il y a un gros préjugé, et dans nos îles, il y a un préjugé. Il faut se battre pour que cette maladie soit reconnue, que nous obtenions les médicaments, et je vous ai montré l'article qu'il nous fallait, les médecins qui ne peuvent pas être tout seuls, les infirmiers qui ont besoin, que ce soit d'ailleurs à l'hôpital, ou que ce soit, j'ai un infirmier qui m'appelle régulièrement à domicile, puisse avoir une information sur la sclérose en plaques. Et les médecins généralistes, dont la mienne, réclament de l'information. Voilà. Sinon, sans cette information, les patients qui sont ici sont renvoyés en métropole. Ce que je trouve un peu dommage. Voilà. Vous avez été touché par la maladie à quel âge? Moi, ça a commencé très jeune, mais je suis née après la guerre, donc à 16 ans, on a quand même pensé que c'était plutôt psychologique qu'autre chose, qui arrive à beaucoup de gens comme ça, avec des vertiges, avec des problèmes effectivement de vue, mais essentiellement des vertiges et d'équilibre. Donc on a laissé tomber puisque j'ai une maman qui a eu exactement une très grave maladie aussi.
j'ai continué comme ça, parce il y a plein de gens qui continuent sans rien. En plus, on ne sait pas ce que c'est que cette maladie. Même à l'époque, en 1955, 56, on n'avait presque rien pour lutter contre cette maladie. Or, ça s'est aggravé régulièrement. Et où je travaillais, eh ben, je suis tombée malade régulièrement et j'ai été licenciée pour absentéisme, alors que j'étais cadre. Donc c'est vrai que là, j'ai fait plein d'examens du cerveau, d'IRM, de 4 poncions lombaires. J'ai fait 3 IRM jusqu'au jour où j'ai rencontré le professeur Clanet qui m'a gardé 3 semaines en me disant « Vous saurez maintenant ce que vous avez ». Donc je suis restée 3 semaines à l'hôpital. Et je suis sortie avec un diagnostic. Et vous, Madame Valère, racontez-moi. Eh bien, moi, c'est arrivé, ça vient d'un choc émotionnel. Et le corps accumule un certain nombre de défaillances, de choses négatives. Et à un moment, le corps dit stop, il faut arrêter. Et j'ai perdu la vue. J'ai perdu la vue, je suis allée voir l'ophtalmo, qui n'a rien compris, qui m'a fait faire tout plein d'examens. Et c'est en allant voir mon rhumato qui m'a envoyé tout de suite chez le docteur Cabre, qui m'a fait une ponction lombaire et qui m'a dit tout de suite que c'était ça. Donc on m'a gardé 1 semaine à la Ménard, sous cortisone, corticoïde, pour pouvoir retrouver la vue en noir et blanc. Et puis maintenant, je vois un petit peu mieux. Vous aviez quel âge? Il y a 6 ans. Ah, 6 ans. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Le docteur Cabre, c'est le médecin hospitalier qui s'occupe... C'est le docteur Cabre qui s'occupe des scléroses en plaques. Il y a peut-être d'autres médecins, mais c'est essentiellement lui qui... Est-ce que dans votre famille, il y avait déjà eu des précédents? Non, ça a été prouvé que ce n'est pas une maladie héréditaire. Oui, non, mais héréditaire. On peut poser la question. Mais il peut y avoir. Il peut y avoir. Il peut y avoir. Moi, je ne crois pas du tout à l'hérédité pour les maladies génératives. Non, c'est génétique, mais il peut y avoir. Il est vrai que j'ai une de mes sœurs qui était infirmière, qui a eu des problèmes neurologiques. D'ailleurs, elle est décédée à 42 ans. Neurologique alors qu'elle était infirmière et où elle n'a pas voulu se faire dépister, ou elle a craint quelque chose. C'est vrai qu'en parlant avec le professeur Clanet, on a un doute sur le fait qu'on pouvait être 2 dans la famille comme ça. On a un doute, mais on ne peut rien prouver nulle part. Voilà. De toute façon, je crois beaucoup, moi personnellement, avec d'autres, nous ne croyons pas beaucoup à l'automaticité de la transmission génétique. Non. Alors, pour que les gens puissent mieux comprendre de quoi nous parlons, qu'ils ne soient pas dans le vide, parce qu'on est en train de parler on va s'aider d'un petit film qui va nous expliquer ce qu'est la sclérose en plaques. Ça ne dure pas très longtemps. Regardez. Le système nerveux central comporte des cellules nerveuses ou neurones dans le cerveau et la moelle épinière. Une substance lipidique dénommée myéline entoure la plupart des nerfs du corps. La myéline améliore la vitesse et l'efficacité de la conduction des impulsions électriques le long des voies nerveuses. La sclérose en plaques, SEP, est une maladie auto-immune, ce qui signifie que le système immunitaire du corps s'attaque à lui-même. Cette réponse auto-immune entraîne une inflammation de la gaine myélinique, c'est-à-dire de la myéline formant un revêtement protecteur et finalement sa destruction en divers endroits du système nerveux central. Cette destruction de la myéline est dénommée démyélinisation. Ce processus destructeur empêche les neurones d'envoyer des signaux nerveux efficaces. Les signaux sont ralentis, brouillés ou bloqués, ce qui entraîne l'apparition des symptômes de la sclérose en plaques. Les symptômes de la sclérose en plaques sont divers et sont fonction de l'emplacement de la détérioration de la myéline. Les symptômes courants sont une perte de la coordination musculaire, une altération de la vision, des sensations d'engourdissement ou de fourmillement dans les bras ou les jambes, une fatigue et une incontinence. Il peut être difficile de diagnostiquer cette maladie car ces symptômes peuvent durer de quelques jours à quelques mois et apparaître et disparaître sans raison. Merci. Pour vous, est-ce que vous avez eu des moments où il n'y avait pas de crise du tout, vous étiez très bien, oui, tout et ça à fait. durait combien de temps? Je suis restée 2 ans sans aucune poussée. À croire, d'ailleurs, j'étais prête à croire que j'avais pas eu cette maladie. Le problème, c'est que j'étais avertie quand même que ça pouvait me reprendre du jour au lendemain. Effectivement, ça m'a repris du jour au lendemain. Donc, c'est vrai que moralement... Du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe avant-coureur? Non, pas vraiment. Moi, c'est vrai que depuis 20 ans que je suis sclérosée en plaques, je suis très attentive aux poussées, à ne pas confondre une poussée avec un autre symptôme. Donc, c'est vrai qu'il faut attendre 2 ou 3 jours pour vérifier que c'est bien une poussée. C'est vrai que grâce à la Cropaxone,
pas au début, hein, mais grâce à la Copaxone. D'abord, je suis restée effectivement 2 ans sans faire aucune poussée, au point que je me suis dit, je me suis trompée, ou ils se sont trompés, ils n'ont pas la maladie, j'ai pas la maladie. Sauf que malheureusement, la maladie est bien là. Et un jour, elle se réveille. Comment est-ce que vous avez aussi des moments de silence? Je suis en plein moment de silence en ce moment. J'ai moins de poussée. C'est-à-dire qu'au début de ma maladie, j'ai changé 3 traitements, puisque ma première poussée a été les yeux, ma deuxième poussée a été les oreilles. J'ai perdu 6 décibels à l'audition, un ralentissement du côté gauche, du bras, de la jambe que je ne pouvais pas balancer, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et avec le changement du traitement, puisque le docteur Cabre, depuis maintenant 38 mois, m'a passé sous Tysabri. Depuis que je suis sur Tysabri, je ne fais pas les mêmes poussées, donc ce n'est pas les mêmes symptômes. Donc je suis, par rapport à la sclérose en plaques, en rémission, on appelle en rémission, mais avec des poussées qui émanent des conséquences de la prise du Tysabri. C'est-à-dire que je suis obligée de faire une IRM tous les 2 mois pour vérifier l'évolution de la myéline au niveau du cerveau, puisque ça génère une espèce de dégénérescence du cerveau avec le Tysabri qu'il faut surveiller un petit peu plus, puisqu'on a constaté depuis 3 mois, j'ai développé un petit peu plus cette forme de poussée. Mais il ne faut pas oublier, en règle générale, une sclérose en plaques, on est en rémission pendant 5 voire 6 ans, et après 6 ans, elle revient plus forte, là où elle était venue la première fois. Sur le plan professionnel? Ah non, le plan professionnel, le médecin m'a donné un document qui dit que je suis quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Pourquoi? Parce que je peux être bien aujourd'hui, je peux être bien demain, au 3e jour, je ne peux pas me lever. Parce qu'en plus de la sclérose en plaques, j'ai la polyarthrite rhumatoïde. Donc on a du mal à faire, quand je suis en poussée, de faire la différence entre la polyarthrite et la sclérose en plaques. Comme maintenant, avec le Tysabri, Dr Cab a réussi à maîtriser ma sclérose en plaques, j'ai des poussées inflammatoires qui sont plus liées. Le matin, j'ai tout un rituel pour sortir du lit, pour pouvoir commencer à marcher, commencer à bouger le matin. Parce que c'est la polyarthrite qui prend le relais. Et vous continuez à travailler là? Je continue à travailler accessoirement. Pas vraiment travailler, puisque je ne peux pas. Je suis à mon compte. Je travaille vraiment quand je me sens en forme. Je peux être en forme, je peux travailler 2 jours et puis disparaître 3 jours. Et autour de vous, les autres sclérosés en plaques que vous connaissez, comment ça se passe? Ils vous racontent? J'étais à l'hôpital mercredi pour prendre mon traitement, ma perfusion, et j'ai rencontré une dame, une jeune femme qui a eu un bébé, et après la naissance de son fils, a eu cette sclérose en plaques. Et elle est auxiliaire de puériculture, elle continue à travailler. J'ai une autre amie qui est aide-soignante qui travaille à l'hôpital du Lamentin, qui continue à travailler et qui ont honte de déclarer ça à leur employeur pour ne pas perdre leur emploi. Je dis, c'est complètement... Et c'est ce qui me donne la force au niveau de l'association pour accompagner ce genre de personnes, parce qu'elles sont malades. Ça voudrait dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il y en a qui peuvent travailler comme elles, et nous, on perd toute crédibilité parce que notre état de santé ne nous permet pas forcément de travailler de manière constante, travailler 8 heures par jour, tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà. Combien d'adhérents vous avez maintenant? Vraiment, on démarre, donc on cherche des adhérents. Donc, c'est notre but, c'est d'abord de chercher. Apparemment, nous pourrions avoir 80 adhérents reprenant l'ancienne association. Pour le moment, on est au démarchage, à expliquer, à se faire connaître, parce qu'il y a quand même eu pas mal de problèmes avec l'autre association. Donc les gens ont besoin de reprendre confiance, de nous dire, de voir qu'est-ce que vous allez faire, d'attendre un programme de nous, de voir ce qu'on va vraiment leur proposer. Et qu'est-ce que vous allez leur proposer? Eh bien, nous avons déjà prévu pas mal de choses. Alors, nous avons prévu d'abord des soirées où on peut se rencontrer. Donc ça, c'est Rose qui s'en occupe. Moi, je suis sophrologue depuis que je suis malade. Donc, j'ai suivi des cours de sophrologie de Caicedo où j'ai été reçue. Donc, où c'est que vous avez fait ça? J'ai fait ça en métropole. Mais où? À Paris.
À Paris. À Paris. Donc en fait, par rapport à Je vous ça... pose la question, c'est parce que je suis aussi sophrologue. Eh ben, oui, j'ai vu ça. Donc c'est quelque chose qui... Bon, en plus, moi j'avais d'abord appris la sophrologie de Caicedo avec ma grand-mère. Donc c'est ce qui m'a permis déjà de supporter beaucoup de choses avec la maladie. Pour moi, la sophrologie, d'abord, nous aide à lutter contre le stress, nous aide à gérer nos douleurs. Donc, à partir du moment où moi je suis témoin de ce que j'ai pu faire avec la sophrologie et que je ne fais pas payer ça, puisque maintenant c'est un don que je donne, je vais réunir des personnes pour pouvoir leur montrer mon expérience. Parce que les malades, c'est peut-être des fois plus facile d'expliquer comment moi j'ai réussi à faire un certain nombre de choses avec les techniques respiratoires, les techniques de méditation, les techniques aussi pour mémoriser les choses parce qu'on perd beaucoup de notre mémoire immédiate. Donc ça, c'est une aide. Bon, il y a un autre atelier qui va être un atelier qui va vous intéresser, qui est aussi un atelier nourriture. Pour apprendre, donc on ne se connaissait pas, vous voyez, pour apprendre justement à manger des choses qui ne nous donnent pas de réaction inflammatoire. Donc, on a une personne dans notre association qui est capable de le faire, donc elle n'est pas malade. Voilà, donc il y a d'autres choses. Quand on parlait de gens dans notre association, notre trésorière est aussi sclérosée en plaques. Elle a 40 ans, elle a une profession à risque aujourd'hui, elle est en Colombie. Elle aussi, elle ne peut pas déclarer sa maladie, sinon elle perd son boulot. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je ne donne pas son nom, même si elle paraît, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des répercussions dans son travail alors qu'elle est à un haut niveau. Et c'est vrai que je reviens sur ce que dit Rose, les gens, et moi j'ai reçu plein de messages, parce que nous avons aussi des élus qui sont sclérosés en plaques, et je ne peux pas les nommer parce qu'ils m'ont demandé de ne pas le faire, et qui ne veulent pas le dire, qui préfèrent que ça ne se voit pas, ou de lutter, et qui refusent de se soigner pour ça. Donc c'est un peu dommage, et je suis d'accord avec Rose pour ça. Notre objectif, c'est quand même d'aider les gens à ne pas rester sans médicaments, à ne pas attendre que ça devienne impossible, parce qu'une fois que le cerveau est miné et qu'on a tellement évolué dans l'âge, il n'y a plus grand-chose à faire. Oui, non, parce que c'est quand même inquiétant. Vous dites qu'il y a des gens qui ne sont pas fortement touchés, parce que s'ils ne se soignent pas, ça Alors, les gens, excusez-moi, les gens qui ne se soignent pas, ce sont des gens qui ne se soignent plus. Oui. C'est parce que la maladie est tellement avancée sur eux qu'il n'y a plus rien qu'on peut leur donner pour pouvoir les soulager. Je connais quelqu'un qui est en fauteuil roulant qui se soigne avec du coca. Du coca. Du Coca-Cola, qui boit 2 litres de coca par jour. Il n'y a que ça qui lui fait du bien. Je veux dire que c'est quand même un problème purement dans nos îles, parce que ce n'est pas quand même comme ça. C'est vrai que il y a aussi des gens qui sont découragés. Il faut savoir que les médicaments, après 65 ans, nous n'avons pas de recul. Moi, j'ai 67 ans. Le médicament que je prends, il n'y a personne qui peut savoir ce que ça va me faire. J'ai pris un risque, et j'ai l'impression, comme avec la Copaxone, d'être un cobaye. Donc ça veut dire qu'il y a des moments, bon, il faut accepter d'être un cobaye, il en faut pour exercer, mais il y a des moments où ça me fait très peur, et moi aussi j'ai plus envie de prendre de médicaments. C'est vrai que les effets secondaires sont graves, et arrivé à un moment de notre vie, on se dit comment on va finir avec ce médicament? On n'a pas assez de recul avec les nouveaux médicaments, on peut freiner, mais ça c'est pour les adultes jeunes, puisque ça commence jeune. Les gens entre 50 et 60 ans après, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ça. Et pourtant, on n'est pas encore assez vieux pour se dire que c'est fichu, sauf qu'il y en a, ils n'ont plus le courage. Alors, il y a un pays qui est particulièrement touché par la sclérose en plaques, c'est le Canada. Oui. Et je voulais trouver une documentation sur le Canada. Je vous demande de bien vouloir partager avec moi et avec les téléspectateurs. Bonsoir, bienvenue à Découverte. De 50 à 80 000 Canadiens sont atteints de la sclérose en plaques. Le Canada est l'un des pays où l'incidence de la maladie est la plus élevée. C'est aussi un des endroits où il se fait le plus de recherches sur cette maladie neurologique qui s'attaque au cerveau et à la moelle épinière. Et malgré tous les efforts des chercheurs, la maladie demeure mystérieuse. Or, dernièrement, un médecin italien, le docteur Paolo Zamboni, a suscité de grands espoirs. Société de la sclérose en plaques, bonjour un moment, je vous prie. Montréal, section québécoise de l'Association de la sclérose en plaques. En fait, vous vouliez avoir des renseignements sur l'étude du docteur Zamboni. Le téléphone ne dérougit pas.
Vous avez entendu parler de la théorie du Dr Zamboni, OK, oui. Relativement à la recherche du Dr Zamboni. Quand il y a eu l'annonce de la découverte du Dr Zamboni, on en a parlé comme étant un remède ou vraiment quelque chose de très, très, très nouveau et qui donnait beaucoup, beaucoup d'espoir aux gens. Alors, évidemment que ça a fait une montée de personnes qui se sont mis à s'intéresser à cette approche-là. L'espoir est né en novembre 2009. Un reportage de l'émission W5 à CTV présentait les travaux d'un chirurgien vasculaire italien, le Dr Paolo Zamboni. Un reportage choc. Ce médecin avait trouvé la cause de la sclérose en plaques et le moyen de prévenir la maladie. La cause, des veines qui drainent le sang du cerveau, serait bouchée. Le remède, il suffit de les déboucher à l'aide d'un cathéter muni d'un ballonnet. Une intervention qui prend de 15 à 20 minutes. Un reportage convaincant. Du jour au lendemain, des milliers de patients n'ont qu'un désir, se faire déboucher les veines. Ils sont prêts à aller là où l'opération est accessible. Non, à ce jour, il n'y a pas de clinique au Québec qui procède à l'intervention. Oui, à la radio, l'entrevue avec la dame qui revient de subir l'opération en Pologne. Vous ne pouvez pas recevoir ce traitement du Dr Zamboni ici au Canada. Pour les scientifiques, c'est la surprise totale. Une maladie neurologique auto-immune serait causée par des veines bouchées. Cela va à l'encontre de tout ce qu'ils connaissent. Cela fait plus de 100 ans que la sclérose en plaques est sous la loupe des chercheurs. C'est l'une des maladies les plus étudiées au monde et l'une des plus mystérieuses. On n'en connaît toujours pas la cause. C'est une maladie qui attaque le cerveau et la moelle épinière et provoque peu à peu la paralysie. C'est une maladie qui est sérieuse, qui est sévère. C'est une maladie qui atteint des jeunes adultes jusqu'à l'âge de 35 ans, qui se manifeste par des symptômes qui sont souvent très difficiles à supporter pour le patient. Chez 85% des cas, le patient connaît des poussées de la maladie, suivies parfois de longues périodes de rémission. La poussée peut prendre plusieurs formes: fatigue, troubles de vision, engourdissement, paralysie. Puis, le malade prend du mieux. Une rémission parfois spectaculaire. C'est la forme cyclique de la maladie. Le temps de rémission peut aller de quelques mois à plusieurs dizaines d'années. On a des patients qui ont fait une poussée, 2 poussées, et puis après ça, qui n'ont pas fait de poussée pendant 15 ans ou 20 ans, qui soient traités ou des fois même sans traitement. C'est le grand problème que nous avons, les cliniciens en sclérose en plaques, et que les patients atteints ont, c'est l'extrême variabilité de la maladie. Chez 15% des cas, on constate dès le début un accroissement graduel et irréversible des symptômes, sans poussée ni rémission. C'est la forme progressive. Voyons ce qui se passe dans le cerveau des patients. Le système immunitaire attaque la gaine de myéline qui enveloppe et protège les axones des neurones. Cette gaine de myéline permet le passage rapide du signal nerveux. Plus la myéline est détruite, moins rapide voyagera le message nerveux. Plus grave encore, sans gaine protectrice, l'axone est très fragile. Il se gonfle et meurt. Il y a perte alors du tissu cérébral. C'est une image très typique d'une résonance magnétique d'une patiente atteinte de sclérose en plaques. Et ces plaques sont des plaques d'inflammation qui sont constituées essentiellement de globules blancs qui ont migré dans le cerveau et qui détruisent la myéline. Sur ces images d'une biopsie du cerveau, une attaque est en cours. En bleu, la victime, la gaine de myéline. Elle est partout, sauf à un endroit où le système immunitaire a commencé à la détruire. Cette zone rosée va s'agrandir au fur et à mesure que l'attaque va progresser. L'ennemi, ce sont les points noirs. Ce sont des globules blancs, des soldats du système immunitaire. Ces leucocytes ne devraient pas être là. Normalement, la paroi des vaisseaux agit comme une barrière qui empêche l'entrée des leucocytes dans le cerveau.
L'agresseur en sclérose en plaques, c'est vraiment le système immunitaire. C'est le système immunitaire qui pénètre dans le cerveau à travers la barrière hémoencéphalique et qui va détruire la gaine de myéline et les axones pour causer des symptômes. S'il est vraiment trop actif, il va même détruire les éléments nerveux, les cellules nerveuses, au point de causer des trous dans le cerveau, avec une perte de fonction qui est permanente et irréversible. Jusqu'en 1993, il n'y avait aucun médicament pour traiter la sclérose en plaques. La médecine était impuissante. Depuis, des médicaments qui influencent l'activité du système immunitaire sont apparus. On a 4 ou 5 médicaments qui sont très efficaces en sclérose en plaques. Ce ne sont pas des médicaments parfaits, ils ont des effets secondaires, leur efficacité n'est pas totale, mais on arrive à réduire le nombre de poussées, l'intensité des poussées et le handicap au long terme avec la plupart de ces médicaments-là chez la plupart des patients. D'autres médicaments sont actuellement sous étude. Chez les souris, cela fonctionne bien. Reste à voir s'ils tiendront leurs promesses chez l'humain. Un autre changement majeur, c'est la détection précoce de la maladie. On continue, encore 3 minutes de bruit. Ici, ce sont les progrès en résonance magnétique et l'usage très répandu de ces appareils qui en sont responsables. On peut voir les plaques dans le cerveau, ce qui permet parfois de dépister l'existence de la maladie avant même que le patient ne développe des symptômes. Et normalement, plus tôt la maladie est traitée, plus lentement elle se développera. Pendant que les neurologues essaient de mieux soigner les patients, d'autres, comme l'épidémiologiste Christina Wolfson, rassemblent des indices qui permettraient de trouver ce qui cause la maladie. Elle cherche le coupable. Un coupable furtif et insaisissable. Une des choses les plus intéressantes sur la sclérose en plaques, c'est sa distribution géographique unique. Plus on s'éloigne de l'équateur en allant vers le nord, plus la maladie est présente. Et c'est la même chose si on s'éloigne vers le sud. Au Canada, qui est au nord de l'équateur, l'incidence de la maladie est plus élevée. De même qu'en Norvège et qu'en Suède, mais aussi dans le sud de l'Australie, où la maladie est très fréquente. Pour expliquer cette distribution, on a pensé au climat, à l'ensoleillement, au manque de vitamine D, à des maladies infectieuses plus fréquentes lorsqu'on s'éloigne de l'équateur. Une de ces pistes les plus prometteuses, les infections virales, rougeole, oreillon, varicelle, ont toutes passé sous la loupe des chercheurs. Une hypothèse émerge, l'hypothèse de l'hygiène. On pense que quand on est exposé à différents microbes, virus, bactéries ou autres dans l'enfance, par exemple dans les garderies, on est protégé contre ces maladies virales, mais aussi des maladies auto-immunitaires dans le futur. Alors que si on était trop propre, trop hygiénique, disons, qu'on n'est pas exposé à ces microbes dans un jeune âge, alors le microbe affecte la personne plus âgée et on pense que cette infection tardive des personnes pourrait provoquer des maladies plus graves comme la sclérose en plaques. L'équipe de Pierre Talbot travaille sur le coronavirus, un virus très courant, responsable du tiers des rhumes. Ce virus peut provoquer chez la souris de laboratoire une maladie qui ressemble à la sclérose en plaques. Ce virus, comme d'autres, demeure à l'état latent dans le cerveau. Sa présence silencieuse pourrait déclencher une réponse immunitaire responsable de la sclérose en plaques. Mais beaucoup d'autres virus peuvent se nicher dans le cerveau, dont celui de la mononucléose. C'est lui qui actuellement est sur le banc des accusés. The virus is called Epstein-Barr virus. On appelle ce virus Epstein-Barr. La majorité d'entre nous ont été infectés dès l'enfance. Si vous êtes infecté très jeune par ce virus, c'est-à-dire le virus Epstein-Barr, vous n'aurez aucun symptôme. Personne ne saura que vous l'avez. Mais si cette infection est tardive, si vous l'avez à l'adolescence, alors vous développez une mononucléose.
La mononucléose est la manifestation clinique d'une infection tardive du virus Epstein-Barr. Et les études épidémiologiques révèlent que les personnes atteintes de sclérose en plaques sont plus susceptibles d'avoir souffert de la mononucléose à l'adolescence. Cela a été démontré dans de nombreux pays. Même si, actuellement, le virus de la mononucléose est le principal suspect, Pierre Talbot continue ses études sur les souris et le coronavirus. Selon lui, la sclérose en plaques pourrait avoir plusieurs causes, ce qui expliquerait d'ailleurs la grande variabilité des symptômes de la maladie. Je pense que plusieurs virus pourraient être associés à la maladie. Donc, en termes de traitement, on peut penser à des vaccins contre la sclérose en plaques éventuellement. Mais s'il y a plusieurs virus qui s'avèrent comme étant des acteurs importants dans la maladie, donc il faudrait des vaccins contre plusieurs de ces virus. Autre particularité de la sclérose en plaques, il y a 2 à 3 fois plus de femmes que d'hommes qui souffrent de la maladie. Ce qui est remarquable, c'est que depuis 30 à 40 ans, nous notons une augmentation de la fréquence de la sclérose en plaques chez les femmes. Et cela a généré beaucoup de recherches. Encore une fois, l'épidémiologie suscite des questions qui visent à trouver la cause de cette maladie. Une autre pièce du puzzle. La maladie est rare chez la population noire et peu fréquente au sein des populations aborigènes, ce qui peut laisser supposer un facteur génétique. D'ailleurs, les études sur les jumeaux montrent l'existence d'une fragilité génétique. Si la sclérose en plaques était purement une maladie génétique, alors les jumeaux identiques auraient tous les deux la sclérose en plaques. Mais c'est seulement une chance sur 4, ce qui témoigne encore une fois d'une très forte influence de l'environnement et de certains facteurs inconnus. La cause inconnue de la maladie doit répondre à tous ces indices. Distribution géographique, différence selon le sexe et la race, susceptibilité génétique. Elle doit aussi expliquer pourquoi une réaction immunitaire s'installe dans le système nerveux et attaque la gaine de myéline. Sans oublier la grande variabilité des symptômes et l'aspect cyclique de la maladie. Des milliers de chercheurs à travers le monde rêvent de découvrir cette cause, de résoudre le puzzle. Le monde de la recherche a reçu comme un pavé dans la mare la théorie du docteur Paolo Zamboni. Cette maladie neurologique très complexe devenait tout à coup le résultat d'un défaut vasculaire, avec en bonus le remède. La sclérose en plaques est une maladie imprévisible, dont les symptômes et la progression varient beaucoup d'un individu à l'autre. Dans bien des cas, elle porte atteinte sérieusement à la qualité de vie des malades. Dans ce contexte, le moindre espoir est précieux. Et un espoir est né en novembre 2009. Un chirurgien vasculaire italien, le docteur Paolo Zamboni, croyait avoir trouvé la cause de la maladie et un moyen simple de la traiter. Quelle est la valeur réelle de cette hypothèse du docteur Zamboni? Nous nous sommes penchés sur cette question. Janvier 1988. Cette mystérieuse maladie qu'on appelle la sclérose en plaques. Un reportage de l'émission Le Point de Radio-Canada décrivait une méthode révolutionnaire pour guérir la sclérose en plaques. La première personne qui était guérie d'une sclérose en plaques. Un chercheur français, le docteur Legac, avait trouvé la cause de la maladie. Une forme de bactérie, les rickettsia. Pour les éliminer, il recommandait de prendre des antibiotiques à forte dose. De nombreux patients témoignaient de leur guérison. Ce n'est plus un stress pour moi de marcher longtemps. À l'époque, ça avait soulevé beaucoup d'espoir au Québec. Et pendant 1 an, les patients ont exigé des traitements. Il y a même eu des divisions au sein de la Société canadienne de la sclérose en plaques à l'époque. Et au bout d'1 an, l'étude est tombée à l'eau lorsque les gens ont répété l'étude pour démontrer qu'il n'y avait pas de différence dans l'incidence des rickettsia quand vous comparez un groupe de patients qui avaient la sclérose en plaques avec un groupe de patients normaux. Le problème de cette étude-là, c'est que la méthodologie n'était pas adéquate. 20 ans plus tard, le docteur Girard est au cœur d'une autre tempête. Cette fois, ce ne sont pas des antibiotiques que les patients réclament, mais bien une angioplastie. Une opération pour déboucher les veines. Continuons de prôner la plus grande prudence dans l'utilisation de l'angioplastie veineuse pour le traitement de la sclérose en plaques. Nous sommes en Pologne. Une patiente atteinte de sclérose en plaques est sur la table d'opération.
À partir d'une veine au niveau de l'aine, le médecin a introduit un cathéter qui va remonter jusqu'à la veine jugulaire dans le cou de la patiente. Là, sur la radiologie, on observe un reflux. Le sang, au lieu d'aller vers le cœur, revient vers le cerveau. On installe alors un stent, un tuteur métallique, qui va repousser les parois de la veine et assurer le libre passage du sang. Cette opération sera appelée la thérapie de la libération. Aussitôt la patiente se sent mieux. Des centaines de gens atteints de la sclérose en plaques se sont rendus dans des pays qui offrent le traitement. L'espoir est immense, mais rien ne prouve que cette thérapie fonctionne. Des premières fois que les patients sont venus nous voir et qu'on leur expliquait un peu à nous notre prudence, les gens ne comprenaient pas parce qu'il y avait l'impression qu'on avait inventé un traitement miracle qui permettait aux gens de guérir. Ils ne comprenaient pas un peu notre retenue. Mais notre retenue était basée sur le fait qu'on voyait les résultats scientifiques puis on n'était pas du tout impressionnés par les premiers résultats. À l'origine de cet engouement, une grande idée, qualifiée comme telle par son auteur, le docteur Paolo Zamboni. Selon lui, si les veines qui drainent le sang du cerveau et de la moelle épinière sont obstruées, il peut y avoir un reflux sanguin. Le sang revient vers le cerveau. Des globules rouges peuvent alors traverser la paroi veineuse. Ces globules rouges meurent et laissent comme trace des petits dépôts de fer. Le système immunitaire attaque ces dépôts de fer et finit par s'en prendre à la gaine de myéline des axones. C'est le début de la sclérose en plaques. Selon cette hypothèse, l'obstruction veineuse, baptisée IVCC pour insuffisance veineuse céphalo-rachidienne chronique, serait la cause de la sclérose en plaques. Suivront 2 articles scientifiques. Dans le premier, le docteur Zamboni vérifie par échographie la présence d'obstruction veineuse chez des gens atteints de la sclérose en plaques. Les résultats sont publiés en 2008. Les résultats étaient étonnants, puisque selon son étude, dans les cas de sclérose en plaques, 100% avaient des occlusions, une ou des occlusions veineuses, alors que dans les cas contrôles, c'était 0%. Alors, résultat comme ça, c'est spectaculaire. Et c'est sûr que la première impression que les gens peuvent avoir, on dit, on y a trouvé peut-être la cause de la maladie, puisque c'est quelque chose qui est clairement identifié à la sclérose en plaques qu'on ne trouve pas chez les autres individus. Fort de ces résultats, le docteur Zamboni va mener une deuxième expérience chez 65 patients atteints de la sclérose en plaques. Il va introduire un cathéter et l'amener au niveau de l'obstruction veineuse. Là, à l'aide d'un ballonnet qu'il va gonfler, il va corriger l'obstruction. Le docteur Zamboni n'a pas utilisé de stent. Ces tuteurs métalliques, prévus pour les artères, sont jugés trop dangereux pour les parois fragiles des veines. Les résultats de l'étude italienne sont beaucoup moins spectaculaires que ce qu'en ont rapporté les médias. Il y a une amélioration chez certains, mais pas de guérison. Dans la forme cyclique, donc, ce qu'il démontre, c'est que la fréquence d'époussée, après 18 mois après l'angioplastie, est diminuée, mais elle n'est pas stoppée. Et la différence qu'il obtient peut être très bien un effet placebo, jusqu'à preuve du contraire. L'effet placebo, la science en tient compte. Voici les résultats de 5 études cliniques sur des médicaments pour la sclérose en plaques. En bleu, c'est le nombre de poussées chez les patients avant le début du traitement. En jaune, c'est le résultat du groupe placebo. Ces patients recevaient un placebo, une substance neutre, sans effet, au lieu du véritable médicament, mais ne le savaient pas. On note pourtant chez eux une baisse importante des poussées. En rouge, les résultats du médicament. Pour qu'un médicament soit jugé efficace, il doit réduire davantage les poussées que ne le fait le placebo. Ici, l'étude du docteur Zamboni. Il y a les poussées, mesurées avant le traitement, et celles mesurées après. Le problème, est-ce dû à un effet placebo ou au traitement? Impossible à dire. C'est ce qui explique la retenue du corps médical. Restent les résultats étonnants de la première étude, celle où on retrouvait des veines obstruées uniquement chez les gens atteints de la sclérose en plaques. Nous sommes au centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Les docteurs François Belzile et Neda Teranipour sont 2 spécialistes des vaisseaux sanguins. Donc, vous pouvez vous vider normalement les poumons, vous
Comme l'a fait le Dr Zamboni, il réalise une étude clinique qui utilise l'échographie pour vérifier la présence de veines obstruées chez les volontaires. Ça a surpris un peu tout le monde. C'est arrivé dans le monde médical, ces travaux-là, sans qu'on ait vu venir l'affaire, disons. Ils vont examiner les veines de 65 personnes atteintes de sclérose en plaques et de 65 autres qui n'ont pas la maladie. La courbe nous permet de bien évaluer et de voir la direction du flux et surtout sa vitesse. À quelle vitesse les globules se déplacent? Est-ce qu'ils se déplacent dans le bon sens? Est-ce qu'il y a un reflux? S'il y a un reflux, est-ce que c'est un petit, moyen? Est-ce que c'est un reflux qui est important? La durée du reflux? La médecine s'est peu intéressée aux veines dans les dernières décennies. Le problème, c'est que les veines sont extrêmement variables d'une personne à l'autre. C'est difficile d'avoir vraiment des comparaisons. Alors, ce qui se passe actuellement, ça traduit en fait le fait que la médecine connaît peu les veines. Les médecins, la médecine prenait pour acquis que c'était pas un problème. Dr Zamboni soulève ouvre une porte intéressante qu'il faut vraiment vérifier. Une artère qui se bouche, c'est la catastrophe. Au niveau du cœur, c'est la crise cardiaque. Au niveau du cerveau, c'est l'accident vasculaire. Une veine qui se bouche, il n'y a pas de conséquences immédiates. Il est rare que l'on doive intervenir. Et si je regarde la vie quotidienne et ce qu'on a tendance à trouver lorsqu'on fait des évaluations pour d'autres raisons au niveau des veines du cou, on voit tellement fréquemment des variabilités importantes, des occlusions des veines. On constate que le système veineux s'est simplement adapté et que le sang s'est mis à circuler par une autre veine à côté. Donc, je te demande de t'asseoir devant moi avec les jambes ici. D'ailleurs, lorsqu'on passe de la position couchée à la position debout, les veines s'ajustent aussitôt à la gravité. Pour éviter que le sang ne s'écoule trop vite, les jugulaires limitent leur débit et le sang emprunte des veines plus petites, les veines vertébrales. C'est pourquoi tous les volontaires seront examinés couchés et assis. Le tout est enregistré. Pour éviter toute subjectivité, c'est un autre médecin qui n'a pas vu les patients qui vérifiera ces enregistrements et calculera le reflux veineux. Puis, on comparera les deux groupes. Plusieurs équipes dans le monde ont repris à leur façon l'étude du Dr Zamboni. Si tous ces groupes avaient confirmé les résultats tranchés du Dr Zamboni, alors on aurait rapidement songé à une étude clinique thérapeutique avec angioplastie veineuse. Mais voilà, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'étude qui était la plus importante, c'était l'étude du Dr Zivadinov à Buffalo, qui mentionne qu'il y a peut-être 57% des gens qui ont une sclérose en plaques qui ont des veines occluses et près de 22% des gens normaux qui ont des veines occluses. Il apportait une nouvelle information, c'est qu'on retrouve aussi des veines occluses non seulement chez les gens qui ont une sclérose en plaques, mais on en retrouve dans 44% des gens qui ont d'autres maladies neurologiques. Donc, on voyait déjà là, que ça nuançait un peu le propos. On parlait plus de 100% de zéro. Là, on s'apercevait qu'il y avait des nuances puis qu'on commençait à l'identifier chez d'autres individus et qu'on peut même l'identifier chez des patients normaux. 20% de patients normaux reportés sur le Québec, c'est 1,7 million de personnes au Québec qui auraient des veines occluses. À ce que je sache, c'est pas tout le monde qui a la sclérose en plaques. Un constat, à l'exception d'une étude polonaise, personne n'a reproduit les résultats tranchés du Dr Zamboni. Certains n'ont noté aucune différence entre les gens atteints et la population normale. Pour le moment, la science ne sait trop sur quel pied danser. On s'aperçoit qu'effectivement, les sténoses veineuses, ça existe en sclérose en plaques, mais c'est une manifestation plutôt tardive. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui apparaît chez les gens qui ont la sclérose en plaques depuis plus qu'une dizaine d'années ou des gens qui ont des formes progressives. Mais lorsqu'on regarde les patients en début de maladie, c'est-à-dire les patients qui ont le premier symptôme, ce qu'on appelle la forme clinique isolée, ou dans les 5 premières années de la maladie, la fréquence des sténoses est très faible. Ce qui vient un peu contredire l'hypothèse du Dr Zamboni. Parce que Dr Zamboni, son explication, c'est que les occlusions que les gens ont, c'est des phénomènes qui sont dus à des malformations présentes à la naissance, des phénomènes de malformation congénitale qui conduiraient à la maladie. Pour en avoir le cœur net, les associations américaines et canadiennes de la sclérose en plaques ont financé 7 études qui vont examiner en long et en détail la présence des occlusions veineuses. Jamais les veines n'ont autant suscité l'intérêt de la médecine. Ils ne sont pas à s'ignorer. Pour plusieurs patients, c'est là un premier pas, mais ils veulent aller plus loin. Ce qu'ils réclament, c'est une étude clinique thérapeutique de grande envergure.
Ils aimeraient pouvoir se faire déboucher les veines dans le cadre d'une telle étude et faire avancer la science. Des provinces ont mis des millions de côté pour financer le projet. L'Association canadienne de sclérose en plaques ajoute 1 million. L'argent est là. Une question se pose. Faut-il faire cette étude même si la base scientifique semble fragile? Si on veut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas un effet placebo, il va falloir que les études d'angioplastie impliquent peut-être que la moitié, peut-être un peu moins, des patients vont avoir une vénographie, mais ils ne seront pas dilatés. L'autre groupe va être dilaté. Les patients ne sauront pas s'ils ont été dilatés ou pas. Et les médecins qui feront l'évaluation ne sauront pas qui a été traité ou pas. J'ai l'impression qu'il faudra qu'on se penche sur une étude qui inclut un volet thérapeutique. Et cette étude-là aura à être rigoureuse pour qu'à la fin, on ne se retrouve pas devant encore une situation controversée, mais plutôt qu'au bout du compte, on ait définitivement une réponse. Si elle a lieu, cette grande étude thérapeutique prendra plusieurs années. Il faudra s'armer de patience. Rarement une controverse scientifique n'aura suscité autant de passion et créé autant d'espoir. Comme l'intervention n'est pas disponible au pays, plusieurs Canadiens sont rendus à l'étranger pour subir une angioplastie veineuse. Pour l'instant, rien n'indique que ce traitement soit efficace. Plus inquiétant encore, l'implantation d'un tuteur vasculaire, un stent dans une veine, pourrait s'avérer dangereuse. Dernièrement, un Canadien traité au Costa Rica en est mort. Les autorités médicales incitent à la plus grande prudence. Voilà. J'espère que ce film vous a apporté une information que vous n'aviez pas. Alors, il y a eu des réactions sur le plateau de mes invités qui ont des commentaires à faire, madame. Oui, je pense que la sclérose en plaques reste une maladie qui consomme énormément de nos vitamines. Il consomme beaucoup et on est obligé, pour se sentir bien, de reprendre pas mal. Nous vivons aux Antilles, on nous dit que le soleil c'est un apport en vitamines stupéfiant, super. Et quand je pars en cure régulièrement, on me fait faire une cure de vitamine D. Parce que la sclérose en plaques est une maladie gourmande de vitamines. Elle consomme 2 fois plus de vitamines qu'on ne récupère au soleil. Donc on est obligé, malgré vivant aux Antilles, d'avoir de la vitamine D. Énormément de vitamine D. Juste une remarque en ce qui concerne la vitamine D. Est-ce que tous les Antillais, presque tous les Antillais, sont carencés en vitamine D pour une raison très simple, c'est que nous vivons pas beaucoup à l'extérieur, quoi qu'on puisse penser, on est souvent couverts, et pour pouvoir bénéficier des effets de la vitamine D, il faudrait être au soleil entre midi et 3 heures, les bras et les jambes découverts. Ça, c'est une première chose. Et plus on est noir, moins on prend de la vitamine D. Donc il faut toujours passer, même ceux qui n'ont pas de sclérose en plaques, il faut toujours passer par un complément alimentaire et un apport en vitamine D par la complémentation. Madame, je vous ai vu bouger. Oui, j'ai bougé parce qu'il y a des choses qui me concernent particulièrement. Alors, moi, j'ai aussi une insuffisance veineuse qui a provoqué déjà un AVC et une AIT. J'ai aussi un problème cardiaque maintenant. Donc, c'est vrai que c'est très difficile d'arriver à savoir si c'est une suite d'événements dans ma sclérose en plaques qui avance ou s'il y avait quelque chose de congénital. Donc effectivement, on est en pleine recherche alors que j'ai 67 ans, donc j'espère que ça servira à quelqu'un au moins, de savoir, on est pour moi en train de se dire, bon, j'ai commencé jeune, à une époque où effectivement on n'avait pas d'IRM, on n'avait rien. Moi, j'ai été diagnostiquée en 96 alors que j'étais malade jeune, donc c'est vrai que il y a des choses qui sont nouvelles, on découvre encore des choses. Il faut dire aussi que la théorie de certains médecins, donc je me permets de citer professeur Clanet, puisque moi j'ai travaillé chez Péchinet dans l'aluminium, on s'aperçoit aussi que les gens qui ont été, je ne parle pas du vaccin, je ne veux pas rentrer sur ce truc-là, je parle des gens qui ont été en contact avec la bauxite, avec l'aluminium, puisque moi j'avais les fours justement je travaillais dans l'aéronautique, provoquent des symptômes de sclérose en plaques. Donc ça c'est leur théorie, on cherche toujours, mais on a aussi un problème d'allergie aux métaux lourds, et moi c'est mon cas. Donc
quand est-ce qu'on saura si c'est vraiment l'aluminium qui a continué à me perturber? Peut-être qu'on ne saura pas, peut-être qu'on s'apercevra que c'était comme l'amiante. Mais il y a obligatoirement, parce qu'il y a énormément de sclérosés en plaques au Canada, où on sait très bien qu'il y a aussi beaucoup d'aluminium, qu'il y a aussi beaucoup de traitements chimiques. Le docteur Cave pense, quand je lui pose la question, pourquoi dans la Caraïbe il y a de plus en plus de sclérosés en plaques noires. C'est vrai que vous avez raison sur la vitamine D. Ou peut-être c'est vrai que je trouve que les Antillais ne s'exposent pas au soleil, vous avez raison, ils se cachent plus que nous d'ailleurs. Ceci dit, il part du principe que l'origine pour lui, c'est certainement des familles qui sont nées déjà en France ou qui ont déjà eu ce problème en France. Moi je sais, je ne peux pas juger à sa place, je parle des théories. Voilà, c'est tout. Je ne juge pas, il vous en parlera plus tard. C'est vrai que moi, la question que je me pose, moi, c'est vrai que l'histoire de l'angioplastie, j'ai un témoin sur ma page Facebook qui a fait une angioplastie en Belgique. Et pour lui, ça a bien marché. Bravo. Alors, malheureusement, nous arrivons au bout de l'émission. Juste avant qu'on se sépare, je voudrais simplement que vous donniez le rendez-vous pour la création de votre association. Vous organisez quelque chose vendredi prochain? Le vendredi 11 décembre. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vais laisser vous en parler. Oui, le 11 décembre, on fait une inauguration de l'association. Donc, on attend, on espère avoir énormément de monde, surtout les malades, mais les aidants, les Martiniquais, les patients, les soignants, les médecins, tous ceux que ça intéresse. Et pour pouvoir recueillir l'assentiment du malade, faire exprimer la maladie au malade lui-même, de manière à faire partager cette souffrance qui est latente, qui est là entre nous, et puis savoir qu'on n'est pas seul et qu'on peut se retrouver régulièrement. Donc cette manifestation a lieu aux Trois-Îlets, au restaurant Ticalbas, à Lansalane, en face de la station Texaco. Et une participation de 25 € sera demandée pour le repas. Et nous allons finir, comme il se doit, cette manifestation avec un gros chanté Noël. Bravo. Merci, mesdames, d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Je reste persuadé que votre présence a contribué largement à une plus grande information sur la sclérose en plaques. Merci à vous de l'autre côté de l'écran de vous avoir écouté, regardé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci, docteur. C'est bien.